C'est bizarre, je vous écoutais, j'attendais la petite phrase, mais personne ne l'a prononcée. Certains disent que la CEDEAO souffre aussi d'ingérence française, d'ingérence occidentale. Personne ne l'a dit ici sur le plateau, donc ce n'est pas le cas. Vous ne partagez pas ces propos. Si, on Non, c'est un premier survol, mais c'est vrai que les adversaires, les opposants ou les détracteurs, ceux qui se mettent en face de la CEDEAO, cette phrase revient. Mais en réalité, dis-moi qui te finance, je te dirai qui te tient. Bonsoir à tous. Que reste-t-il encore de la CEDEAO? C'est le thème de notre débat du jour, en compagnie d'Abdou Fleur, analyste géopolitique. Bonsoir Abdou. Bonsoir Carl. Chambel Gimbayara, directeur de la publication de La Voix du Mali. Bonsoir Chambel. Bonsoir, merci pour l'invitation. Djenabou Sissi, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonsoir. Et Frédéric Tchoungui, analyste politique. Bonsoir. On va d'abord faire le diagnostic de ce corps malade qu'est la CEDEAO. Chambel, de quoi souffre aujourd'hui cette institution? Grand corps malade, d'ailleurs. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a certes réussi, on peut dire comme ça, l'intégration, à faire cette passe économique-là, mais malheureusement, moi je pense que depuis l'introduction de l'aspect politique, donc de ce poste avant-gardiste dans la politique, et surtout depuis le protocole d'Abuja en 2002-2003, la CEDEAO n'a pas su maintenir le cap. Et je pense que tout le problème vient de la gestion ambivalente de la sanction faite au coup d'État, mais surtout des troisièmes mandats. La problématique est beaucoup plus complexe que là. Si économiquement elle a réussi, politiquement, militairement encore c'est mi-figue, mi-raisin, mais politiquement c'est difficile. Je crois qu'ils ont posé le premier garrot depuis ce protocole additif d'Abuja en 2002. Première analyse, Djenabou. Oui, je suis assez d'accord. À partir du moment où c'était juste un levier d'intégration économique, ça reste plus technique, pratique, donc c'est plus facile à mettre en œuvre. Mais lorsqu'on introduit des dimensions politiques, surtout dans une région où il y a déjà des problèmes de gouvernance locale, nationale, ça complexifie la chose. Et donc aujourd'hui, on a une crise de légitimité de l'organisation. Je pense qu'on peut même parler de crise du multilatéralisme, puisqu'on a quand même vu des difficultés pour beaucoup d'organisations régionales et même internationales de se coordonner, de réconcilier les divergences entre États membres. Et donc là, on voit qu'il y a énormément de divisions internes et c'est compliqué de pouvoir réconcilier tout ça, surtout dans un contexte où justement on a encore une fois des défaillances étatiques. Crise de légitimité, Abdou. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. On le voit, la CEDEAO, depuis quand même quelques années, il y avait des signaux faibles, devait, je crois même, amorcer sa réforme. Elle avait d'ailleurs commencé en introduisant la CEDEAO des peuples. Et je pense que c'est là où ils ont un peu raté le coche, le virage. Si aujourd'hui on avait réussi à matérialiser ceci, certains caricaturent en disant CEDEAO des États ou CEDEAO de salon, bande d'amis, de copains. Et c'est tout le problème de la CEDEAO, je crois, c'est véritablement un problème politique. La CEDEAO ne doit plus être cette CEDEAO des États, mais CEDEAO des peuples doit se réformer en profondeur si elle veut encore exister. On parlera des pistes de réforme tout à l'heure. Frédéric Tchoungui. Alors, la CEDEAO, je pense qu'elle a atteint elle a vraiment été dans la crise lorsqu'il y a eu, en 2023, la crise du Niger. En réalité, une crise de leadership. C'est plutôt vers là que je tends parce qu'il y a eu des sommations faites au nouveau gouvernement au Niger qui n'a pas été retenu en réalité par le Niger lui-même. Donc en fait on voit que la CEDEAO aujourd'hui, nonobstant les problèmes internes, c'est-à-dire les problèmes économiques et la disparité en réalité entre les États, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une scissure aujourd'hui, les différences économiques entre les États, fait en sorte que cette intégration régionale en réalité qui devait être le point d'orgue au jour d'aujourd'hui, malheureusement, il faut poser un diagnostic qui démontre que ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est bizarre, je vous écoutais, j'attendais la petite phrase, mais personne ne l'a prononcée.
Certains disent que la CEDEAO souffre aussi d'ingérence française, d'ingérence occidentale. Personne ne l'a dit ici sur le plateau, donc ce n'est pas le cas. Vous ne partagez pas ces propos. Si on Non, c'est un premier survol, mais c'est vrai que les adversaires, les opposants ou les détracteurs, ceux qui se mettent en face de la CEDEAO, bon, cette phrase revient, mais en réalité, dis-moi qui te finance, je te dirai qui te tient. La réalité aussi, la réelle politique est là. Je crois que c'est après la passe sociale, la popularisation de la CEDEAO vers les peuples, ce pas qu'il fallait franchir vers les peuples, hormis cet état de fait, on n'a pas réussi également à faire financer les activités de la CEDEAO. On est parti crescendo de l'intégration économique, libre circulation des biens, des personnes, la militarisation, montée d'une armée. Et les institutions même, elles sont nombreuses. La CEDEAO, les peuples, si on n'a pas réussi à faire financer tout ça par les populations, par les États, et que c'est des aides extérieures qui viennent pour permettre à la CEDEAO de fonctionner, et évidemment que cette complicité va se poser à un moment ou à un autre. Mais pas que. Il y a aussi le leadership, le rappelait tantôt, il y a aussi le changement du monde. On est arrivé à un niveau où la CEDEAO 50 ans. 50 ans, il faut faire le diagnostic, voir ce qui a réussi économiquement, politiquement, militairement, se remettre en cause et puis tirer les leçons. Et j'ose espérer que les autres organisations qui se forment, ce n'est pas antagonique d'ailleurs, que des petits regroupements se font ici et par là et que ça finisse par être un grand regroupement. Ça ne s'oppose pas, ça peut se fédérer, se retrouver, mais il faut tirer les leçons, faire financer par les populations, faire financer par les États et non par l'extérieur. Djenabou, c'est la même crise de souveraineté que vous avez constatée aussi au sein de la CEDEAO? Oui, il y a une crise de souveraineté, ça c'est sûr. Il y a même une crise de souveraineté au niveau des États. Après, en effet, si à partir du moment où le principal financeur, c'est l'Occident, et en particulier l'Union européenne, c'est difficile de dire... c'est difficile de s'attendre à un autre constat. Et à partir du moment où on parlait de CEDEAO des États, et où les États eux-mêmes avaient des alliances très fortes avec les pays occidentaux, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Mais du coup, ça renvoie à une autre critique, qui était justement le fait que la CEDEAO est jugée déconnectée des populations, et en particulier des besoins des populations, et on l'a vu avec la décision des sanctions, qui en fait, on peut le comprendre, premier coup d'État au Mali, mais le voir que c'est reproduit pour le Niger, alors qu'on a bien vu que c'était contre-productif, ça montre déjà qu'il y a quand même une déconnexion et que ça reste des décisions prises par des leaders eux-mêmes, qui sont eux-mêmes proches de certaines alliances. C'est vraiment le Niger, enfin le coup d'État du Niger qui a accéléré sa décadence selon vous, Djenabou? Pour moi, c'est un catalyseur. Après, il y avait déjà... ça a été dit, il y avait déjà énormément de signaux faibles, mais ça a été la goutte de trop de tous les côtés, que ce soit du côté avec pays... une volonté d'intervenir militairement. Exactement, aussi, exactement. Là, en fait, c'était un peu... Ce n'est pas la première fois. C'est ça. Mais bon, au Niger, c'était vraiment plus intense, enfin j'ai l'impression. Après... C'était le dernier sursaut pour montrer, prouver la légitimité, pour montrer non, en fait, on existe, il faut absolument qu'on montre qu'on est capable d'intervenir sur le plan politique, sécuritaire, sauf que tout ce qu'il ne fallait pas faire a été fait. Donc, mauvaise idée d'avoir eu cette idée-là avec le Niger. Oui, je crois que c'était une très mauvaise idée, dans le sens où, très souvent, ça me fait penser à la question des sanctions. Très souvent, la CEDEAO ne sanctionne pas en réalité les dirigeants, mais les populations. On dit qu'on sanctionne le pays, mais c'est les populations qui payent les pots cassés, donc c'était une très mauvaise idée, je crois, que de vouloir intervenir militairement. Et d'ailleurs, la solution militaire, c'est ma conviction, n'est jamais la meilleure solution. Il faut utiliser toutes les hypothèses, toutes les possibilités d'abord, avant de venir à ceci. Mais pour revenir sur l'assinante question de la réforme... L'ingérence. Moi, je crois que, et j'aime bien ce terme, la CEDEAO que nous voulons, c'est vraiment celle d'une institution souveraine. Souveraine dans la mesure où il faut d'abord financer ses politiques. Il l'a dit, mon collègue Chambel, celui qui paye commande. On ne peut pas prétendre, on ne peut pas vouloir être souverain alors que nous ne sommes pas capables de financer beaucoup de pays. Et d'ailleurs, c'est pourquoi je me permets de dire que le premier handicap de la CEDEAO, ce sont ses dirigeants. Beaucoup de pays, individuellement pris, peuvent mettre des sommes très importantes
sur des plans, sur des programmes, sur des prix. Mais quand il s'agit de s'acquitter de leurs obligations, c'est compliqué. Donc je crois que c'est la base, une souveraineté d'abord, mais surtout cette CEDEAO qui doit revenir aux populations. Il y a une certaine perception, comme le disent, pour reprendre le langage des jeunes, ils sont là-haut, ces dirigeants, dans leur tour d'ivoire, totalement déconnectés de la réalité. À tort ou à raison, c'est une perception. Et ce qui compte en réalité, quand on gouverne, c'est la perception de la population. L'autre CEDEAO que nous voulons, c'est celle d'une institution avec une force de frappe, c'est-à-dire une capacité militaire. Il faut naturellement que certains pays, et d'ailleurs on n'a pas le choix, on dit très souvent que le djihadisme, le terrorisme est un patrimoine commun de l'humanité. Aujourd'hui, aucun pays au monde ne peut faire face seul, à lui seul, au terrorisme. En plus de cela, les guerres hybrides, vraiment les coups d'État. Donc il faut aller vers, je pense aussi, cette unité sur le plan militaire. Et pour finir, la CEDEAO que nous voulons, c'est vraiment celle qui permettrait à la sous-région d'avoir une institution monétaire viable, solide. L'UEMOA, elle est là, non, ou pas? Oui, mais c'est pour les pays qui tuent le franc CFA. C'est moins important, peut-être, mais je parle surtout de cette CEDEAO qui impulserait peut-être une dynamique monétaire, c'est-à-dire aller vers une monnaie unique au niveau de l'espace CEDEAO et même au-delà, une monnaie enfin, unique. Le projet ECO qui... Enfin, bon, bref, on reviendra sur ce sujet après. On va essayer d'allumer un peu la mèche sur ce plateau-là. Avec les ambitions affichées du Togo de rejoindre l'AES, est-ce qu'on assiste là à un éclatement de la CEDEAO, un effet boule de neige par la suite? Frédéric Tchoungui. Alors, il faut d'abord analyser les choses de manière géopolitique et géostratégique. C'est important. Il faut comprendre que la CEDEAO souffre de deux maux. Le premier mot, c'est d'abord le délitement en réalité de sa zone. On va le voir avec les pays de l'AES qui s'en vont. Et deuxième chose, c'est qu'il souffre maintenant nous sortons du multilatéralisme pour aller vers le bilatéralisme. Et c'est ça qui est en train de tuer la CEDEAO. C'est que chaque pays aujourd'hui se regarde et regarde les problèmes auxquels il fait face et essaie d'avoir les leviers pour pouvoir entériner ces problèmes-là. Les problèmes de sécuritaire, vous voyez que les pays de l'AES, pour certains, font des pactes avec Wagner, d'autres privilégient la Chine, d'autres les États-Unis. Donc en fait, la CEDEAO n'a pas été assez forte pour pouvoir fédérer l'ensemble de ces pays-là et pour pouvoir apporter des solutions militaires. Maintenant, pour revenir sur le cas du Togo, qui est la question centrale. Est-ce qu'il y a un effet boule de neige derrière? En fait, le Togo va plutôt se positionner dans le sens, moi je le perçois, et c'est comme ça que j'ai perçu aussi la fin des bases militaires en Côte d'Ivoire de la part de M. Ouattara. Je pense que c'est plus un effet de style et plutôt une pression mise sur la CEDEAO qu'une réelle adhésion dans le sens de ce que est l'AES en elle-même. Parce qu'on se rend compte que le président, par exemple, du Togo est là depuis très longtemps. Est-ce que ce n'est pas aussi une solution pour lui pour pérenniser son pouvoir en se disant, bon, je reste dans l'AES, je vais dans l'AES maintenant, pardon, et de ce fait-là, je peux continuer mon mandat parce que voilà, je suis un président qui suit ce qu'il y a dans l'air du temps, donc je m'aligne avec ce qui se fait, et donc mes populations, parce que vous savez, comme on dit, moi mon analyse personnelle, c'est que l'AES aujourd'hui, c'est un mouvement, avant d'être un mouvement porté par des élites, c'est un mouvement populaire, c'est-à-dire ce sont les populations qui le veulent. Et ensuite maintenant, et le président du Togo, moi je pense qu'il a senti que c'était peut-être le bon moment de suivre cette tendance. Le souverainisme qui exactement, souffle là. Et donc de ce fait-là, de suivre en fait cette tendance. Chambel, est-ce que le souverainisme a bon dos en Afrique de l'Ouest aujourd'hui? Et donc... souverainisme a bon dos, bonne question. Non, le cas se pose aujourd'hui, est-ce qu'il faut lier l'exemple togolais aux conditions internes à la gestion du pouvoir au régime, ou est-ce qu'il faut le lier à une façon de s'opposer simplement à la CEDEAO, de faire un coup de pression? Il le rappelait d'ailleurs à juste titre, mais pas que, parce que ce pays quand même a été médiateur. Il a eu l'occasion d'approcher ces autres États, à être dans les secrets, à discuter d'égal à égal, à les écouter, à les entendre parler de leurs souffrances. C'est aussi une réalité quelque part. 4 pays suspendus sur 10, sur une quinzaine aujourd'hui. Mais cette suspension-là, elle suit la même logique
En cas de coup d'État, tu pars de là, tu ne reviens qu'en organisant des élections avec des pressions et des moyens qui suivent. Maintenant, les populations sont laissées elles-mêmes. Abdou le rappelait très fort heureusement par rapport à cette passe d'aller vers la CEDEAO des peuples. L'AES se revoit autrement avec une impulsion, une dynamique aussi des populations. Mais attention, c'est un couteau à double tranchant. Et jusqu'où ça peut aller? Et jusqu'où ça va s'arrêter? Est-ce qu'on vient aussi à l'AES seulement en fuyant la CEDEAO, la rigueur politique, ou bien vraiment on y adhère vraiment parce qu'on croit à une souveraineté, à une organisation qui va tirer les leçons, se remettre au-dessus et pouvoir corriger, rectifier le tir? Là, ça, l'avenir nous le dira. 50 ans de la CEDEAO, l'AES n'a que quelques mois encore, et puis c'est 3 États contre une quinzaine là-bas ou 13 États là-bas. La situation économique tient tout ça en lame de fond. Tant qu'on n'aura pas réussi à avoir une monnaie unique, à arriver vers une certaine souveraineté, transformer nos matières premières, se retrouver d'égal à égal avec ces puissances-là, pouvoir parler autrement, c'est difficile de dire que c'est la solution. D'abord, est-ce que la CEDEAO peut survivre sincèrement? Bonne question. Est-ce qu'elle peut survivre? Moi, j'ai dit, c'est mon boulot là. Pour moi, on peut survivre si on s'adapte et qu'on se remet en question. Si on maintient un fonctionnement qui en plus a montré des défaillances, c'est voué à l'échec. Maintenant, s'il y a vraiment la résilience, elle vient notamment de la capacité d'adaptation. Donc il va falloir, on est de toute façon dans un contexte où les acteurs politiques, quels qu'ils soient régionaux ou nationaux, doivent se réinventer. Là aujourd'hui, on a parlé de néo-souverainisme, certains parlent de retour au bilatéralisme, de multibilatéralisme, de minilatéralisme, mais dans tous les cas, ce que ça montre, c'est qu'il y a des modèles de gouvernance qui doivent être modifiés. Et ce qu'on voit avec la CEDEAO, mais aussi avec l'AES, l'AES vient justement montrer un nouveau modèle. Après, est-ce qu'il est viable aussi, ce modèle? C'est autre chose. C'est pas la conception d'Abdou Fleur. Pour lui, c'est la date de circonstance. Ah oui, non, mais pas dans les débats. Il y a plein de signes qui montrent que c'est aussi... il y a des problèmes de viabilité et de pérennité, mais en tout cas, il propose autre chose. Et la CEDEAO, tant qu'elle va maintenir le même cap, et notamment ce piège entre démocratie et sécurité, ça ne va pas marcher. Et là, ce qu'on voit, c'est des régimes de transition qui ne sont plus des transitions, qui sont directement des régimes mis en place. Donc il faut réfléchir à d'autres solutions. Abdou? La CEDEAO survivra si elle est capable de se réinventer. Et ce n'est pas une option aujourd'hui, c'est un impératif. La CEDEAO n'a pas d'autre choix. Pour revenir à cette question du Togo et même peut-être du Tchad, parce que bon, il y a un rapprochement. Je veux juste dire par rapport à ce qu'elle vient de dire, la viabilité. Aujourd'hui, si l'AES était portée par des gouvernements civils avec une vision très claire, indépendamment de ce contexte de coup d'État, j'applaudis des deux mains parce que je me dis, ils ont enfin tout compris. Un modèle qui ne marche pas, il faut le réformer. Mais je me pose la question de la viabilité et tout à l'heure la question que je posais. Que deviendra l'AES demain si le général Assimi Goïta, si le général du Niger, si le colonel Ibrahim ne seront plus à la tête de leur pays? Est-ce qu'on parlera encore de l'AES? Donc c'est un peu ma question. Il y a une réelle volonté, une certaine soif de changement portée même par la jeunesse, un certain rejet de l'Occident, entre guillemets, dans le sens paternalisme du terme. Donc, l'AES peut-être s'est engouffré dans la brèche, mais je crois que c'est une dynamique globale qu'on a observée depuis plusieurs années. Et ils se sont engouffrés dans la brèche parce que ça les arrange. Et c'est pourquoi je me dis, est-ce que c'est un modèle viable sur le long terme? C'est une question d'interrogation qu'on se pose. Et seul l'avenir... Moi, je pense que c'est un modèle viable sur le long terme. Pourquoi? Parce que la fronde ne vient pas des élites, elle vient du peuple. C'est-à-dire que le peuple a soif de changement. Maintenant, peut-être que le mot AES, le sigle AES, tel qu'on le connaît aujourd'hui, peut-être il changera. Mais la fronde qui est née et les ambitions qui sont nées de la jeunesse et cette soif de changement et de souverainisme, caractérisent en réalité ce que souhaite la jeunesse africaine. Donc, si la CEDEAO, pour revenir sur la CEDEAO, ne se réforme pas en profondeur et ne change pas ses instruments avec lesquels elle, en réalité,
pensent l'intégration de l'Afrique de l'Ouest, elle les voit disparaître. Pourquoi? Parce que la CEDEAO est victime en réalité de ce qu'on appelle l'effet miroir. Ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est quoi? C'est qu'on a l'impression en réalité qu'elle appartient ou bien qu'elle est dirigée d'une certaine manière par les Occidentaux. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine est en porte. Lorsque vous regardez l'opinion de la jeunesse, mais pas que de la jeunesse, mais de l'ensemble de la population, il y a ce rejet-là. Donc l'AES survivra, peut-être pas dans cette configuration, mais la fronde est née et on arrivera petit à petit, vous le verrez, à des partenariats de gagnant-gagnant. Sinon, il y aura des révolutions, il y aura des rébellions, il y aura une cassure qui sera tout le temps opérée. Lorsque vous allez lancer une organisation régionale, vous verrez que si elle n'a pas certains codes qui nous représentent, nous, jeunesse africaine, vous verrez qu'elle sera peu viable. Jean-Bel, est-ce que la CEDEAO, pour survivre aussi, doit s'inspirer de l'AES? S'inspirer de l'AES, non. Bon, il y a des similitudes. Hein. Je vais étonner, peut-être il y a des similitudes. Je vais quand même interroger les origines de cette organisation-là. Il faut se rappeler qu'en 1975, quand on lançait la CEDEAO, c'était des régimes militaires. Et c'est les mêmes régimes militaires aussi qui ont lancé l'AES, peut-être dans la configuration, dans le développement. Mais il y a eu une évolution, 50 ans d'histoire. À mon humble avis, je le rappelais au début d'ailleurs, c'était l'aspect politique qui était mal géré au niveau de la CEDEAO. Et si l'AES réussit l'aspect militaire, demain, on peut rêver, on peut retrouver dans une organisation hybride où les deux vont s'intégrer ou appeler. En tout cas, la population, la jeunesse veille. L'Afrique de 70 n'est pas celle de 80, celle de 80 n'est pas celle de 2000 et celle de 2030-2040 est encore loin de celle des années 70. Donc cette mutation dans l'Afrique est sujette à cela. Nous y sommes sujets avec nos populations, avec nos réalités, avec nos richesses. Donc AES, CEDEAO, l'un dans l'autre, de toutes les façons, il faut qu'on dote de l'Afrique d'instruments. L'Afrique de l'Ouest d'organisations fortes, une organisation forte, suffisante, capable, et l'AES est sur la bonne voie. Elle peut aussi apprendre de la CEDEAO la libre circulation des personnes et des biens. Il me reste 4 minutes là. Donc, on va répondre maintenant à la question principale de l'émission. Chacun, donc vous êtes 4, donc chacun aura 1 minute pour répondre. Que reste-t-il sincèrement, Djenabou, de la CEDEAO aujourd'hui? Pour moi, il reste surtout une plateforme de dialogue. Pour l'instant, et je pense que c'est en ça que les initiatives togolaises étaient louables. Sénégalaises aussi. Et sénégalaises aussi. C'est qu'ils ont bien compris que la technique de l'isolationnisme, de on leur parle pas parce que c'est des méchantes juntes, ça ne marche pas, puisque ça reste des juntes qui expriment quand même un désir populaire qui existe. Donc il y a une nécessité de dialogue qui est extrêmement importante, auquel cas, sinon, on aura vraiment une polarisation de la scène régionale entre les pays pro-putschistes, les pays pro-russes, les pays anti-putschistes, les pays anti-russes. Et ça ne peut que nuire à la stabilité régionale, en particulier quand on prend en compte les défis à venir, que ce soit le changement climatique, la démographie ou autre. Donc cette plateforme d'intégration régionale, et en tout cas de dialogue régional, pour moi, doit perdurer. Et il faut la maintenir. Mais par contre, ça, comme on l'a tous dit, ça nécessite des réformes structurelles sur l'ensemble des plans. Frédéric Tchongui. Vous savez, très cher Carlyle, vous avez anglicisé mon prénom, c'est pas Carlyle. C'est pour le style. Vous savez, non, pour être plus sérieux, vous savez, nous sommes arrivés en Afrique à une seconde révolution. C'est comme ça que moi je l'appelle. La première révolution, c'était les indépendances. Maintenant, nous sommes arrivés à une seconde révolution, celle de la matière grise, c'est-à-dire que nous nous rendons compte que nous pouvons être forts. Et ce qui fait quoi? Ce qui fait que si les institutions qui nous dirigent ne se réforment pas et ne suivent pas en réalité le vent de changement qui est en train de souffler sur l'Afrique de manière globale, elles vont terminer par terre. Pourquoi? Parce que nous avons besoin maintenant d'institutions qui peuvent nous représenter. Et pour revenir donc le cas de la CEDEAO précisément. Oui, que reste-t-il de la CEDEAO aujourd'hui? Il ne reste pas grand-chose. C'est une organisation qui est vide. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son autorité d'abord sur sa propre zone. On l'a vu avec l'avènement des entre guillemets juntes, comme on les appelle. On se rend compte qu'elle n'est pas capable de régler donc ces conflits. Elle n'est pas capable de régler aussi les questions économiques en son sein, les disparités économiques entre les grands États comme le Nigeria par exemple et le Burkina Faso qui en faisait partie. Donc on est dans elle a échoué dans sa mission première qui est d'harmoniser la zone économique. Et on voit aujourd'hui qu'elle n'a pas de poids politique avec les... Et donc, elle est vouée à disparaître selon vous? Elle est vouée à disparaître. Ça, c'est clair. Voilà.
Il faut critiquer la CEDEAO, mais dans le sens constructif. La CEDEAO a sa raison d'être. Il faut juste qu'elle s'adapte. Il faut qu'elle change de disque, de logiciel pour s'adapter à la nouvelle donne, aux nouvelles réalités. Et passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Mais le piège à éviter, c'est cette opposition, c'est cette division au niveau de l'Afrique. Déjà, on est très faible, 2%, 3%. Commerce mondial. On fait face à de très nombreux défis. L'AIS, ces 3 pays réunis, si je ne m'abuse, c'est environ moins de 10% du PIB. Le Nigeria à lui seul, triple, quadruple même. Donc il faut faire attention. On n'est pas vraiment dans une logique d'affrontement, mais plutôt dans une logique constructive. Comment faire en sorte que l'Afrique, face à toutes ces difficultés que rencontre la CEDEAO, la CEMAC et même l'Union africaine, enfin trouve son chemin, sa voie. Et la seule voie, je ne cesserai jamais de le répéter, c'est celle de l'unité. Merci Abdou. Chambel, pour conclure. Oui, l'unité, la CEDEAO qui est restée de la CEDEAO, on peut voir la libre circulation corrigée par les prouesses militaires de la CEDEAO pour une cohabitation juste, à défaut d'une intégration pour doter de l'Afrique de l'Ouest de cet instrument d'intégration de l'Union africaine. L'Union est encore à la base et la résultante de tout cela. Pour que l'Afrique s'en sorte, elle doit s'unir du nord au sud, d'est en ouest. Merci à tous les 4. Que reste-t-il encore de la CEDEAO? Poursuivez le débat chez vous et à lundi.